Du coup, bon, désolé pour le contretemps, hein, c'est les aléas du direct. Alors, petit rapide, où am I? Je vais le faire très rapidement. Donc oui, je suis pas jeune, hein, ça vous l'aurez compris. Un petit vieux de la vieille. Donc j'ai fait du PHP, beaucoup de JS, Python 4D. J'étais rapidement impliqué sur tout ce qui est accessibilité numérique et j'ai démarré l'aspect Green Software pour différencier de Green IT, donc appliqué au logiciel, en 2012, grâce à un gars de Microsoft au Tech Days. Je suis aujourd'hui architecte solution et j'ai participé à différentes spécifications de standards et d'API auprès du W3C, de CommonJS et de choses comme ça. Donc, je connais bien comment fonctionnent un petit peu les standardisations. Et j'ai vendu. Alors, ça, c'est des anecdotes sur REST. Et surtout, j'anime une guilde numérique responsable à Capgemini. Qu'est-ce qu'on fait dans cette guilde, hein? Quelque part, on veut dédiaboliser et valoriser tous les sujets du numérique responsable. Et on veut faire rentrer quelque part l'approche Green IT comme vraiment une NFR. Donc, est-ce que ça parle pour tout le monde? NFR. Je vais expliquer. NFR, c'est Non-Functional Requirement. Donc, ce sont tous les besoins non fonctionnels. Ça va être la performance, l'accessibilité, la sécurité, toutes ces choses-là, qui font que votre projet va vraiment marcher et être exploitable. D'accord? Il y a aussi l'aspect observabilité, entre autres. Donc, d'une certaine manière, ça fait partie de nos objectifs, mais ce n'est pas que de nos objectifs à nous. Ça, je vais en parler au niveau réglementation. Ça devient un objectif poussé par les réglementations. Et de la même manière, valoriser aussi l'investissement et l'expertise de l'entreprise et des entreprises clientes sur ce sujet-là. C'est que tout le monde, finalement, il y a une quête de sens, aussi bien de la part des employés que de la part des clients, de tout le monde. Et cette quête de sens, il faut pouvoir y répondre. Alors, Green IT et numérique responsable. De quoi on parle? Donc, Green IT, on va partir de là, on va faire simple et on va faire un joli dessin. Pour commencer, Green IT, donc on parle de Green Computing, pardon, de hardware, et ça a démarré avec Energy Star. Je vous montrerai un petit historique juste après. Une première norme au niveau des télévisions, entre autres, et des écrans. D'accord? Je pense que certains d'entre vous, au moins les plus anciens, ont vu ce beau logo Energy Star. Ensuite, on parle souvent, quand on parle de Green IT, d'empreinte carbone. Donc ça, vous l'avez entendu parler à plein d'occasions, hein, avec des engagements au niveau de Paris, des COP et des choses comme ça. Mais ça se mesure aussi au niveau de l'empreinte numérique. Et on va parler, mais aussi de l'éco-conception et de Lean. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous, le Lean? De quoi on parle? On parle d'agilité, d'accord? Donc, d'une certaine manière, il y a un côté gestion de matériel, il y a un côté mesure, reporting, et il y a un côté principe d'agilité, d'accord? Maintenant, on n'est pas encore au bout. D'une certaine manière, on est passé du Green IT au Sustainable IT, qu'on va traduire en français par numérique responsable, et dans lequel on va inclure aussi des notions d'accessibilité et de données personnelles, d'accord? La côté privacy by design, avec RGPD et toutes ces choses-là, certains d'entre vous en ont probablement entendu parler. Ça fait partie des problématiques qu'on va aussi regarder. Le mot responsable couvre beaucoup de choses. Donc, dans cette historique, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dès les années 90, en fait, il y a ces préoccupations de se dire: ah ben oui, mais mes écrans, ils consomment pas mal. Donc, on parlait d'Energy Star, mais il y a aussi TCO qui démarrait là-dessus. Il y a Global Reporting Initiative qui a commencé à mettre en place donc des éléments de comment mesurer les différents impacts, avec aussi l'ADEME qui a été créée en France. On a avancé avec différentes lois, directives européennes. Green 500. Alors, le Green 500, ça reprend un top 500 qui existait sur les machines les plus puissantes, mais en regardant la puissance en termes d'efficacité énergétique. Combien, entre guillemets, de flops je vais pouvoir avoir par rapport à ma consommation énergétique, et non pas juste la puissance brute. Et de la même manière, donc on a l'INR, donc je vais en parler un petit peu tout à l'heure, qui s'est créé, un super bouquin éco-conception qui a initié beaucoup de gens finalement au Green IT dans le domaine du web. Et aujourd'hui, on arrive dans les années 2020 et plus avec des standards qui deviennent de plus en plus pressants. Et vous allez le voir. Donc d'une certaine manière, en fait, dans ce domaine-là, on a des alliés, on a des ennemis.
C'est qui nos alliés, c'est qui nos ennemis et il y a des faux alliés. Donc la performance, oui, c'est un allié puisque finalement, quand on va, essayer de faire des choses qui consomment moins, on va essayer d'être plus efficace, avoir des messages plus courts. Finalement, tous ces travaux qu'on va faire vont participer à une amélioration de la performance, d'accord? En revanche, il ne faut pas la faire n'importe comment. Si c'est pour, générer plein de réplications dans tous les sens, ben, d'abord regarder si la performance, on ne peut pas la gagner de manière plus efficace que juste multiplier les ressources de consommation. Le cloud computing, donc ça c'est bien, hein, dans le cloud, on a normalement des data centers qui sont optimisés sur la consommation, ok super. En revanche, il faut s'assurer de où est hébergé ce data center de ce cloud. C'est pas la même source d'énergie électrique entre voilà, si c'est du charbon, si c'est du nucléaire, si c'est du photovoltaïque ou autre. Il y a la partie FinOps, donc c'est bien, le FinOps, tous ceux qui vont faire des travaux sur FinOps, en théorie, consommation moins importante. En revanche, sur le FinOps, si c'est pour acheter des matériels qui ne sont pas durables et jetables, bah, là, on commence à s'écarter un petit peu de nos intentions. Pareil sur le Lean, donc l'idée, c'est de faire attention. Alors là, c'est un petit peu, c'est des vrais opposés, hein. Le Lean, on va vraiment se focaliser sur ce qui est réellement essentiel et essayer d'enlever tout ce qui est le bruit. Là où en face, on risque d'avoir du surdéveloppement, ben, oui, on développe en fait pour des clients. Les clients, ils veulent avoir un produit en retour. Et c'est difficile de dire aux clients, ah ben, tu fourniras un meilleur service en proposant moins de fonctionnalités. Une approche qu'on retrouvait quand Google est sorti face à Yahoo. Yahoo, plein de widgets dans tous les sens, super riche et tout ça. Google, juste une barre de recherche. Et là, les gens ont eu un moteur de recherche efficace qui allait directement à l'essentiel. D'accord? Pareil, build optimisé. Donc, OK, on a des builds qui sont super optimisés, qui vont hyper vite et qui checkent plein de choses. Mais attention, parce que ce n'est pas une excuse pour relancer les builds sans arrêt. D'accord? Il y a peut-être moyen, dans cette optimisation, de cibler les builds qu'on va faire. D'accord? Donc, on parlait de monorepose, c'est un excellent exemple. On va pouvoir détecter des dépendances d'éléments les uns par rapport aux autres et ne rebuilder que ce qui est essentiel. Que les librairies essentielles et les applications qui utilisaient ces librairies qui sont impactées et non pas toutes les applications. Pareil au niveau du cache, ça c'est un bon ami, hein. Finalement, tout ce qui est récupéré du cache, c'est pas régénéré derrière en termes de calcul et de requête de base de données. Mais de la même manière, quand on va avoir des caches hyper optimisés en termes de perf, on parlait de la perf tout à l'heure, ben, des fois on va vouloir les alimenter. Comme ça, le client va voir la donnée vraiment la plus fraîche, la plus souvent. Et donc là, ça peut devenir un faux ami parce qu'on va sans arrêt pousser des informations dans le cache. Donc oui, on va être bon en performance et en reliability, l'information est fraîche, mais en revanche, sur notre intention Green IT, numérique responsable, on est moins bon. Donc CPU faible énergie, obsolescence des matériels, télétravail, streaming. Du coup, finalement, numérique responsable, quelque part, on doit, quand on travaille là-dessus, pouvoir gagner sur la performance, sur la sécurité, on va en parler, sur la manière dont on va faire nos architectures. Ça impacte aussi une bonne gestion des données personnelles et donc éviter de transporter aussi trop de données quand ce n'est pas nécessaire. Toute donnée transportée, finalement, c'est une faille potentielle de sécurité. Et pareil au niveau des stockages. Réduction des coûts, expérience utilisateur. Quand on va à l'essentiel, l'utilisateur va trouver directement ce dont il a besoin le plus facilement possible. En général, voilà, il a toujours une expérience améliorée quand on va dans ces approches-là. Alors, ce que je me suis dit, c'est je vais vous faire plein de blabla, référentiel, réglementation. Il faut mettre un peu de tech. Donc, je vous mets un petit peu de tech tips, histoire d'éviter que les gens s'enfuient. Donc, premier tech tips, data management. Donc déjà, on a parlé du cache et rétention. Le cache est votre ami. Moins il y a de calculs, enfin, plus il y a de cache et moins il y a de calculs, moins de transport réseau. Effectivement, on récupère ce qui peut être statique. Et surtout, pensez découpage. Il y a eu une mode, on va dire, soi-disant pour gagner en performance et tout ça, de se dire, ah, il faut faire moins de requêtes. Et ça apparaît d'ailleurs dans les réglementations de dire, oui, si vous voulez être responsable et avoir moins d'empreintes, il faut faire moins de requêtes. Et du coup, les gens ont groupé plein de données qui n'ont rien à voir les unes avec les autres dans les mêmes requêtes, dont des données qui peuvent être cachées pendant 3 mois, avec des données qui expirent au bout d'un jour, voire qui expirent au bout d'une heure. Du coup, finalement, on ne peut pas dire cette ressource, elle est cachable. Les gens sont obligés finalement de tout recharger. Vous aurez intérêt à découper dans ce cas-là ça en 2 flux, des données effectivement qui vont être cachées pendant longtemps, et vous aurez des requêtes beaucoup plus petites pour les données qui doivent être fraîches. Donc voilà, des choses qui doivent être réfléchies entre
durée de cache ciblée, durée de stockage ciblée. Donc, on va réfléchir finalement, la population, l'infrastructure d'une ville, ils ont un cycle lent versus le trafic actuel, les précipitations en ce moment, ou le vent, la température, tout ça, c'est des données qui vont être beaucoup plus fraîches, où on va faire des messages plus ciblés, plus petits, qu'on va moins cacher. Deuxième tech tips, transport réseau. Donc, certains sont au courant, HTTP2 qui est sorti quand même il y a pas mal de temps, avec HTTP3 même maintenant. Donc au final, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? De la compression des headers qui ne sont pas répétés quand c'est les mêmes entre 2 requêtes, une meilleure tunnelisation. Donc là, je dis plein de mots barbares, excusez-moi. Mais au final, voilà, techniquement, ça a été optimisé avec moins de données qui sont transportées. Et surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins d'intérêt à faire moins de requêtes. Limite avec ça, comme vous faites plusieurs requêtes, c'est optimisé pour que ces requêtes-là aient quasiment le même impact qu'une seule requête. Puisque les headers qui sont répétés ne vont pas être répétés, qui vont être compressés, toutes ces choses-là. Donc vous avez moins d'intérêt finalement à faire un gros build. Webpack va nous pousser à faire ce genre de choses, évidemment. Mais vous avez moins cet intérêt-là à partir du moment où il y a ce protocole-là qui a pu être implémenté sur votre système, ce qui n'est pas toujours gagné. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis, non, non, je ne vous dis pas, allez, c'est la fête, on fait 50 000 requêtes. Non, non, on réfléchit à son cas d'usage. Mais l'un des intérêts en fait, de ce protocole-là, c'est aussi ça. Donc, si vous avez l'opportunité, discutez-en avec les archis, avec les infras. Mais pour que ça marche, il faut que ce soit de bout en bout. Souvent, il y a des proxys, il y a des... D'accord? Donc, il faut réfléchir à ça, mais c'est un allié intéressant. Aussi, évidemment, on parle beaucoup de cloud. Les cloud providers, ils ont plein de machines qui vont faire plein de calculs, très bien. Apple a beaucoup poussé ses processeurs ARM. Donc on voit avec les Mac M1, M2, tous ces trucs-là qui consomment beaucoup moins. Il y a la même chose côté infra. Et donc côté infra, on commence à se retrouver avec des computing, avec des puces ARM qui consomment beaucoup moins. Donc au final, si vous arrivez à trouver on parle de landing zone, voilà, des endroits où ils proposent des processeurs de ce type-là, vous allez gagner en consommation. Ça va normalement être intéressant pour votre facture aussi. Quand je disais que c'était un ami du FinOps. Ensuite, petit tips, les fondations du développement durable pur. Et c'est là où je vais essayer de vous faire réagir un petit peu. Première règle, ça allait un petit peu trop vite, c'est pas grave. La règle des 3 P. Qui parmi vous avait entendu parler de cette règle des 3 P? Pas grand monde. Au moins, je vous aurais appris quelque chose en sortant d'ici. Donc la règle des 3 P, d'une certaine manière, c'est planète, profit, people. Il y en a qui remplacent profit par prospérité. Et finalement, c'est de se dire que la sustainability, donc le côté numérique responsable, repose un petit peu sur le palier de l'environnement, du social et de l'économie. Comment il faut le comprendre? D'une certaine manière, c'est une démarche durable a besoin d'acceptabilité finalement humaine et économique. Si on ne peut pas se le payer, ça ne marchera pas, on ne le mettra pas en place. D'accord? Si finalement ça a trop d'impact, et on le voit tous les jours avec les prix de l'essence, les taxes, ces trucs-là, il faut que ça soit humainement acceptable. Sinon, ça ne marche pas. Surtout si on veut monter à l'échelle. Un modèle économique, de la même manière, est fragile et non durable s'il ne prend pas en compte l'humain et la planète. Donc vraiment, les 3 sont liés. D'accord? S'il a plus de ressources, OK, il va faire plein de sous tout de suite, mais après... Il y a une autre règle, c'est la règle des 3 U. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est que cette règle des 3 U? Utile, utilisable, utilisé. Vous allez faire une nouvelle fonctionnalité. D'abord, est-ce qu'elle est vraiment utile? Est-ce qu'elle va vraiment apporter quelque chose? Est-ce que la manière dont vous allez réussir à l'intégrer, parce qu'il y a un écosystème existant, est-ce que ça va permettre qu'elle soit utilisable? Et enfin, on va vérifier une fois qu'on l'a mis en place, avec le monitoring, qu'elle est bien utilisée. D'accord? Avec toutes les analytics, OK, j'ai développé un truc, ça m'a coûté quelque chose, donc ça me ferait mal de l'enlever. Sauf que tant qu'on la garde, cette fonctionnalité, il y a un coût de maintenance. Il y a un coût finalement de tous les calculs qui sont faits pour l'envoyer, l'impact sur les performances et autres. Donc, ce n'est pas parce que vous avez développé une super fonctionnalité, si elle n'est pas utilisée ou bien utilisable, il ne faut pas forcément la garder. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à ce qu'on a fait. C'est notre bébé, on en est fiers. Oui, mais est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? À côté de ça, il y a une autre règle, c'est la règle des 3 R. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un sur les 3 R? Oui?
Ouais, très bien. Donc réduire, réutiliser, recycler. Voilà, hein, on est vraiment dans le développement durable. Donc je vais regrouper un petit peu ces 2 règles pour vous donner quelques, intérêts là-dessus. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours challenger le besoin des nouveaux services. D'accord? En regardant l'existant et en soignant leur implémentation. Donc si on fait vraiment un nouveau service, il faut qu'il soit accessible, il faut qu'il soit efficace. D'accord? On ne le fait pas juste pour le faire parce que le client a demandé. De la même manière, il faut étudier la possibilité de faire évoluer éventuellement un service existant. Finalement, plutôt que de refaire tout un truc tout neuf, ben, il y avait peut-être cette haute fonctionnalité, on lui rajoutait une option et c'était bon. J'exagère, hein, je grossis le trait, plutôt que d'en rajouter une autre. Après, il faut aussi mesurer et penser à retirer les choses qui ne sont pas utilisées. Il ne faut pas regarder uniquement la nouvelle fonctionnalité qu'on vient de sortir. Toutes les anciennes qu'on avait avant, ben, finalement, est-ce qu'il y en a qui sont toujours utiles? Maintenant que j'en ai sorti une nouvelle, est-ce qu'ils continuent à utiliser les autres? Et finalement, moi, au niveau métier, au niveau business, hein, est-ce que j'ai plus intérêt à ce qu'ils utilisent cette nouvelle fonctionnalité ou finalement, ils utilisent moins l'autre et elle me rapportait plus? Ou par rapport à l'image que je veux donner de ma société, je préfère qu'ils utilisent l'autre. Il y a plein de raisons différentes, qui peuvent, orienter vers un choix ou un autre. Mais voilà, toujours challenger, c'est le avoir tout, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, ni pour vous, ni pour l'utilisateur. D'accord? Bon, allez, un petit peu de mesure, hein, là j'ai parlé, de pas mal de choses, mais c'est quoi en réalité l'impact du numérique? Alors je vous ai mis plein de chiffres, on va les parcourir un peu rapidement, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il en existe d'autres bien sûr. En gros, 4,9 milliards d'utilisateurs en 2022. Alors tous les chiffres ne sont pas de toute dernière fraîcheur, il y en a des plus récents, il y en a des moins récents, hein. En gros, si le numérique était un pays, ça correspondrait au 3e consommateur d'électricité. C'est pas rien. 3 à 4 de gaz à émission, à effet de serre, 2 à 3 fois l'empreinte de la France. D'accord? En gros, avec plus 10 par an à peu près. Après, il y a des contributions de l'IT à l'empreinte sur l'humanité. Finalement, c'est pas que des gaz à effet de serre. Voilà, il y a la partie de l'impact sur l'eau, il y a différents impacts. Et en fait, il y avait une étude qui montrait différents potentielles évolutions si on continuait tel qu'on continue aujourd'hui versus si on faisait des actions. D'accord? Avec un scénario sobriété. Et voilà, c'était plutôt inquiétant si on ne faisait rien, disons-le tout clair. Alors, je vous avais parlé du Green 500 tout à l'heure, hein. Là, c'est un extrait en fait du top Green 500 sur les ordinateurs les plus efficaces pour avoir un petit peu d'optimisme quand même. On a des ordinateurs qui sont quand même de plus en plus efficaces très largement. D'accord? Donc on a quand même, et ça on le voit, hein, avec bon, les Mac, je ne vais pas faire de la pub pour Apple, mais c'est vrai que c'est plutôt bien conçu là-dessus. Et il y a quelque chose qui a beaucoup aidé finalement, c'est les smartphones. Dans les smartphones, on n'a pas les mêmes batteries que sur des ordinateurs fixes ou des portables. Donc globalement, on va plutôt dans cette direction-là. La difficulté, c'est qu'en réalité, ils rajoutent toujours plus de fonctionnalités, là où on n'en a pas forcément toujours besoin. Allez, d'autres chiffres, et surtout, d'où vient cette pollution? Oui, d'une certaine manière, les terminaux utilisateurs, il y a 2 sources d'émissions de CO2, il y a la production et l'utilisation. Qu'est-ce que vous voyez? Le plus important, c'est la production. Donc en fait, là où vous avez le plus d'impact, c'est pas tant quand vous utilisez, vos terminaux, c'est quand vous en achetez un nouveau. De la même manière, au niveau des serveurs, alors là, on voit que c'est différent. Comme les serveurs vont durer longtemps, vont être utilisés de manière très intensive finalement par rapport à vous, quand vous utilisez vos propres devices. Donc là, l'impact est beaucoup plus fort sur l'utilisation. Donc 2 contextes, 2 résultats différents. D'accord? Ensuite, voilà, pour fabriquer un ordinateur, il faut l'équivalent de son poids en matière première. Ouais, c'est pas juste, non. Ça correspond avec beaucoup de ressources. Et pareil, il faut 2 fois plus d'énergie pour transporter une donnée que pour la stocker pendant 1 an. Donc finalement, quand on a ces discours par rapport aux emails, par exemple, OK, c'est pas tant l'histoire, d'une certaine manière, d'avoir beaucoup d'emails qui ont été stockés, c'est le fait qu'aujourd'hui, si on ne met pas en place les garde-fous contre les newsletters et qu'on ne fait pas attention à se désabonner, à chaque fois qu'on en reçoit une, il y a un impact significatif. D'autant plus si, par défaut, notre client mail affiche les images. Donc vous imaginez, donc pareil, les réseaux mobiles 4G impactent 20 fois plus que le réseau filaire, voire le Wi-Fi. Maintenant, la 5G est censée être plus sobre, mais on fait attention quand même. Si on peut être sur du filaire ou du Wi-Fi, c'est toujours mieux. Quoique la 5G a peut-être dépassé le Wi-Fi, hein, il faut que je revérifie. Pareil, finalement, quand on regarde l'empreinte GES,
Il y a dedans les data centers, les équipements réseau et tous les terminaux utilisateurs. Et qu'est-ce qu'on voit? Plus de 19 milliards d'objets connectés. Là, on parle de, c'était en 2019, hein, donc autant dire que ça a monté hein, depuis, avec 4 milliards de smartphones et 3,1 milliards d'écrans, télévision, ordinateur, tablette. Donc ça, c'est le top 3. Non, après, il y a d'autres choses derrière. Enfin, un petit zoom sur la France. Donc ça, c'est quelque chose de récent, hein, c'est cette année. Donc, une petite baromètre numérique de l'ARCEP. En moyenne, un Français possède plus de 10 appareils numériques, dont au moins 2 qu'il n'utilise pas. En fait, réfléchissez à combien vous avez d'appareils numériques qui traînent dans vos placards, dans les, dans les stockages. Il y en a souvent beaucoup. Et ce qu'on regarde, c'est beaucoup dans la téléphonie, téléphone mobile. Et après, on voit les objets connectés qui ont un petit peu reculé, mais bon, ça avait déjà bien monté et ça risque de remonter encore derrière. Un petit zoom sur l'IA, évidemment, l'IA c'est super, mais finalement il y a beaucoup d'entreprises qui avaient pris des engagements très volontaristes sur leur réduction d'empreinte carbone, mais c'est parti à la poubelle quand il y a eu le boom sur l'IA. Donc l'IA c'est bien, et l'IA peut être utile aussi dans le terme du numérique responsable parce qu'il peut nous aider à mettre en place des démarches. Maintenant, il faut faire attention à ne pas l'utiliser pour n'importe quoi non plus. Voilà. Regardez toujours son impact. Donc, allez, la partie un petit peu référentielle, loi, tout ça, ben oui, il faut passer par là pour vraiment comprendre d'où on vient, vers quoi on va. J'ai essayé de faire simple, alors je ne vais pas vous lire tout ça. En gros, ce qu'il faut retenir sur ce slide, zoom, France, Loirine, d'accord, qui va se baser sur le RGESN, qui est l'équivalent de RGPD pour les données personnelles et de RGAA pour l'accessibilité, d'accord. CSRD, donc ça c'est au niveau européen, et il y a d'autres directives sur l'éco-conception et sur la partie intelligence artificielle pour qu'elle soit sobre. Et niveau mondial, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, hein, on vise le monde. Donc heureusement, le W3C vient de sortir, ils y travaillaient depuis un moment, des guidelines sur la partie numérique responsable, donc le Web Sustainability Guidelines, qui au début était très orienté design, maintenant c'est plus global. Et donc il y a les grilles standards et il y a plein de normes ISO, dont des normes ISO éco-conception. Donc c'est pas un truc que franco-français. On est plutôt bien en France parce qu'on pousse encore plus fortement, mais c'est quelque chose qu'on voit à l'échelle mondiale. Finalement, je fais un petit zoom sur quelques référentiels. Je vous ai dit que j'allais pas tous vous les montrer, hein. Je vous épargne ça. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est à quoi ça sert tous ces référentiels. C'est que ça va aider finalement, ça va être utilisé par des outillages pour vous aider à prioriser et à repérer ce qui a le plus d'impact chez vous. D'accord? L'idée, c'est d'aller vers le Dev GreenOps, hein. Donc, d'une certaine manière, je l'ai dans le sac. S'il y en a qui veulent le feuilleter un petit peu, je pourrais vous le montrer. Donc, ce super bouquin écrit par Frédéric Bordage, qui est un des pionniers en France sur le thème, avec une première sortie en 2012, 2022, quatrième édition. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Voilà, c'est très orienté sur la partie web. Je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous, hein. Et donc, c'est plutôt d'actualité. C'est maintenu à jour, comme vous pouvez le voir. Et en plus de ça, c'est sur un repo Git, hein, GitHub. Donc, vous pouvez faire des issues, vous pouvez contribuer. Il ne faut pas hésiter à y aller. Challenger des règles, n'hésitez pas. Deuxième, le GR 491. Donc lui, créé par l'Institut du numérique responsable, qui était fondé avec 3 pays finalement, la France, la Belgique, alors c'est très francophone, et la Suisse, hein, vous avez compris. Donc là, 45 critères incontournables, 516 en tout. Voilà, ces critères se veulent plutôt génériques. Il y a des exemples de règles. Est-ce que le nombre de requêtes entre clients et serveurs est minimisé? Encore une fois, pas à n'importe quel prix, évidemment. Est-ce qu'une sobriété visuelle est mise en place? Donc aussi bien pour l'humain hein, que tout ce qui va être rendu finalement et qui va devoir être construit. Et ce qui est intéressant auprès de l'INR, c'est qu'il propose une certification. Donc vous pouvez passer une certification et dire je suis certifié INR. Alors ce n'est pas une certification ISO, machin, mais c'est une certification au moins qui a le mérite d'exister et qu'on a d'ailleurs à Capgemini quand on fait des formations d'une certaine manière en software engineer, en business analyst, ces trucs-là. Derrière, il y a une certification qui vient dessus. L'AFNOR, donc finalement, paru 2022, donc là on est sur des normes françaises, donc se veut plus concret aussi, donc il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on va trouver dans le GR 491 et le RGESN.
avec aussi donc des volets social et éthique. Donc on voit déjà que partie AFNOR, ils avaient commencé à prendre cette tendance à dire c'est pas que finalement ce numérique responsable, c'est aussi l'accessibilité et finalement les données personnelles. Et donc là, on arrive sur celui qui va nous intéresser le plus, en tout cas en France, donc le RGESN. RGESN, voilà, qui a eu une première édition qui était très inspirée du GR 491 et qui vient de sortir sa dernière version là, cette année et qui intègre en fait des notions de moyens de contrôle. Je pense que vous me voyez venir. Pourquoi il y a des moyens de contrôle? Pour vérifier que vous respectez en fait ces réglementations parce que ça se veut devenir contraignant au même titre que l'accessibilité. Typiquement, tous les marchés publics aujourd'hui, quand on doit faire un contrat avec un marché public, il y a des obligations de respecter, on parlait de NFR, de l'accessibilité dans les interfaces. Eh bien, la même chose maintenant apparaît déjà. Je peux vous dire à Capgemini, on a des marchés publics, hein, on travaille sur des sites institutionnels, sur des éléments comme ça. À chaque fois, systématiquement, dans les appels d'offres, ils demandent à ce que ce soit des services numériquement responsables. Donc, c'est déjà là. C'est déjà là. Et du coup, il y a un guide finalement avec ce RGESN pour dire, ben voilà comment on est censé contrôler que ça a été correctement implémenté. D'accord? Voilà, donc ça devient contraignant au même titre que le RGA et le RGESN, pour les données personnelles. Donc là, je vous ai mis un petit zoom sur un petit outil, qui est fourni justement par, la Direction interministérielle du numérique, DGNUM. Comment il s'appelle? Ouais, Num Ecodiag? Ouais, c'est ça. Donc c'est une extension navigateur et en réalité, c'est un questionnaire et ça, vous allez voir, pourquoi je parle de questionnaire. Ouh là, il y a un petit désolé pour le titre. Enfin, j'arrive sur le dernier. Alors lui, il est, tout aussi important d'une certaine manière, mais peut-être moins directement, puisque là, on arrive niveau mondial. Ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que le W3C sont à l'origine, finalement, alors certains ont entendu, des gros mots tels que WCAG, ARIA, des choses comme ça. Donc toutes les règles d'accessibilité, ont principalement été travaillées au niveau du W3C et intégrées dans des réglementations locales, sur plein de pays. Voilà. Donc quand on regarde le RGA en France, c'est très, très, très fortement lié finalement en fait à ces règles d'accessibilité. Et typiquement, on retrouve aussi sur la section 508 aux USA, voilà, il y a en Australie, il y a un peu partout. Donc en gros, quand le W3C sort en fait une norme comme ça, il faut s'attendre à ce que les pays qui avaient pas vraiment pris d'avance sur le sujet, voilà, ils vont s'épargner du travail en se disant: «OK, on va s'inspirer de ça». Allez, maintenant on va passer, dans le concret, hein, fini la récréation. Mesures, outils de développement. Donc finalement, comment est-ce qu'on va inspecter l'impact carbone? On va utiliser, différents outils, des outils qui vont, nous permettre de mesurer côté infra. D'accord? Donc là, j'ai mentionné du soft, du Power API, le petit logo Google, hein, vous avez reconnu, donc ça, c'est sur le cloud de Google. Voilà, il y a un certain nombre d'outils, scaphandres, qui sont là pour, regarder vraiment sur les infras, que ce soit on-premise ou cloud avec différentes variantes, de se dire: «Ben, qu'est-ce que ça consomme? Qu'est-ce que consomment mes serveurs avec mon PHP, avec tout autre, service qui tournerait dessus?» Après, il y a d'autres outils qui vont mesurer plutôt à partir du front. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? On va leur donner une URL, ils vont crawler, hop, 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 ils vont naviguer, ils vont regarder toutes les requêtes qui sont faites, toutes les le poids des fichiers qui sont chargés, combien de temps ça prend à s'afficher, est-ce qu'il y a des vidéos qui se lancent automatiquement, plein de choses comme ça. Donc c'est quand même des inspections qui sont assez poussées, qui vont mesurer des choses qui ne peuvent pas être mesurées sur le serveur. D'accord? Et enfin, là, Inspector, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi proposer des outils pour analyser des devices, donc des mobiles, avec des fermes de mobiles. Finalement, qu'est-ce que c'est bien de voir ce que ça consomme côté, serveur. On a une petite idée de l'impact que ça peut avoir côté front, mais c'est encore mieux si on peut le mesurer. D'accord? On a 2 autres, familles, de mesures. Alors, j'ai fait d'abord un zoom, effectivement, sur l'empreinte carbone côté serveur. Comment est-ce qu'on regarde ça? En fait, on va voir la consommation qui va être regardée en termes purement électriques. On va regarder ça en fonction de à combien de temps ça a passé à 80, combien de temps ça a passé à 20 de consommation. Et on va regarder ensuite, finalement, quelle est la valeur PUE, de l'infra sur lequel c'est stocké. Donc PUE, finalement, c'est l'efficacité énergétique de tous ces ordinateurs qui sont en train de tourner par rapport à tout ce qui est autour, finalement, les bâtiments avec, le la,
Je vais y arriver. Tout ce qui va être climatisation, refroidissement, éclairage, tous ces trucs-là, qui sont là pour vérifier que les serveurs continuent de tourner. Finalement, il n'y a pas juste, quand vous allez prendre un truc cloud, une unité, une instance qui tourne. Autour de ça, il y a besoin de beaucoup de choses, qui vont consommer également. Et enfin, on va multiplier par rapport à un GHG Kubo protocole. Voilà, finalement, en fonction des lieux, cette consommation, on va la traduire par rapport à un impact carbone. Et l'impact carbone, forcément, est différent en fonction de quelle est l'énergie qui a été utilisée ou comment a été produite l'énergie qui va être consommée. D'accord? J'espère que ce petit schéma vous aura éclairé sur des moyens de mesure. Ensuite, je disais, voilà, il y avait, d'autres manières d'inspecter, l'impact carbone. Alors là, c'est un peu moins directement l'impact carbone, le code. Alors ça, c'est quelque chose qui va être, plus directement lié à votre travail de tous les jours, en tout cas pour les développeurs. Finalement, là, on va se positionner sur les analyses statiques de code, côté front, back, mais aussi potentiellement des fichiers infra, SQL ou autres. Donc là, dedans, on va détecter des patterns finalement qui vont être coûteux ou même des librairies qui vont être coûteuses, qui sont, connues comme étant, assez consommatrices avec des impacts assez forts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des suggestions qui peuvent être remontées dès l'IDE. On n'est pas obligé de commencer à faire des builds, à lancer des choses, des packages dès le départ, comme un correcteur orthographique, hein, pour tous ceux qui ont bien un linter finalement dans leur environnement de travail, on va pouvoir corriger immédiatement. Ensuite, dernier élément, ça va être le fameux côté questionnaire. Donc, je parlais de questionnaire tout à l'heure. Donc là, on va regarder un petit peu des éléments de maturité finalement. On va poser un certain nombre de questions. Est-ce que vous faites du télétravail? À quelle proportion? Est-ce que vous avez une approche lean à faire moins de fonctionnalités? Est-ce que vous êtes plutôt sur du on-premise? Plein de questions comme ça finalement, où on va se dire, OK, voilà là où vous êtes bon, voilà là où vous êtes moins bon, par rapport à ce que vous avez répondu, voilà les premiers chantiers que vous devez initier. D'accord? Et évidemment, le RGESN comporte un certain nombre de questionnements de ce type-là. Il y a des choses qui peuvent être détectées automatiquement, mais il y en a beaucoup, comme pour l'accessibilité, qui nécessitent finalement ce type de questionnaire. Et évidemment, l'idée, c'est aussi de fournir des dashboards pour les plans d'action. Très utile, hein, pour tous les team leads, les engagements managers, toutes ces choses-là. Donc là, on va voir, je vous ai mentionné le NumEcoDiag, hein, qui est vraiment sous forme de questionnaire, mais qui est directement lié justement aux critères du RGESN. Donc finalement, quand vous passez par ce type de questionnaire, vous êtes en train de vous faire votre audit. Est-ce que je suis conforme au RGESN français? D'accord? Donc nous, typiquement, la CAP, on n'avait pas attendu, on s'était fait nos audits de maturité en se basant sur différents référentiels, à la fois les GR 491, les bonnes pratiques, tous ces trucs-là. Et après, voilà, il y a les outils type Castlelight, Frogger, eux, ils sont plus dans les trucs automatisés, mais je les ai mis là quand même avec Greensight et Soft parce qu'ils fournissent justement des dashboards de priorisation. Donc là, j'ai groupé un petit peu voilà, ce côté questionnaire et ce côté pilotage, voilà le terme que j'aurais dû mentionner. Allez, DevRinops. Donc, qui ici voit à peu près ce que c'est que le DevOps déjà, de base? Très bien. Qui ensuite a déjà entendu parler de DevSecOps ou DevFinOps? OK. Donc en gros, finalement, ce qu'on se dit, c'est bien de faire du dev, c'est bien d'avoir des ops, mais d'une certaine manière, si les 2 communiquent pas et si les 2 ont pas conscience de l'impact du travail de l'autre, ça marche moins bien. On va avoir des délais finalement dans les retours, on va avoir des incidents qui risquent de durer longtemps, on va avoir moins d'efficacité en termes de performance et tout ce qui s'ensuit. Donc d'une certaine manière, c'est toujours intéressant d'avoir un cercle vertueux dans lequel le développeur va avoir dès le départ la notion de qualité et la notion aussi de observabilité de ce qu'il va produire pour se dire est-ce que ça fonctionne bien. Et ça, souvent, il y a des gens qui disent qu'ils font du DevOps, mais ils n'ont pas du tout inclus cette notion observabilité en tant que dev. Donc, je vous encourage, hein, avec vos équipes, avec les gens avec qui vous travaillez, de toujours bien penser à ces choses-là. Idéalement, une équipe de développement, quand elle démarre un projet, elle doit avoir conçu finalement le dashboard de monitoring avec l'aide d'Ops éventuellement, hein. Mais dès le démarrage, on sait comment observer ce qui va se passer. Et éventuellement, sur des déploiements de recettes et des choses, on peut déjà commencer à observer des choses. On peut s'entraîner à déployer sur nos environnements de recettes et ainsi de suite. Donc, au final, là, j'ai mis des petits logos, d'accord? C'est pas juste le développeur. Finalement, le développeur, il travaille dans une équipe. Alors, BA, Business Analyst, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça peut être le product owner dans certains cas. Donc, c'est celui qui représente le métier. Le M, alors, ça, c'est un terme peut-être un peu trop Capgemini, mais finalement, c'est le team lead ou le scrum master. Voilà, c'est quelqu'un qui est plus être dans le pilotage.
l'architecte, le développeur, l'ops, lui, bon, je pense que vous avez compris, designer, tous ont un rôle finalement. Donc finalement, ça démarre dès la planification. On challenge la valeur des nouvelles fonctionnalités. On identifie s'il y a des existants à supprimer, nos fameux 3U, typiquement que j'ai mentionné tout à l'heure. Avec ce cercle vertueux qu'il faut surveiller à tous les niveaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que vous le savez, j'ai moins de temps. Un petit zoom sur EcoCode. Donc, EcoCode et GreenSight, voilà, c'était des plugins, propose un plugin Sonar qui va intégrer finalement des analyses statiques de code. Donc, finalement, quand on a intégré SonarLint sur notre projet, ça va regarder avec les plugins Sonar, est-ce que mon code, est-ce que j'ai des issues qui impactent finalement le côté numérique responsable? Est-ce que ça va générer trop de consommation? Donc j'ai des petits exemples derrière, c'est plus parlant. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, EcoCode, voilà, il supporte un certain nombre de plateformes, un certain nombre de langages. Il y en a plus que ça. Il y en a qui sont en train de sortir. Il y en a qui travaillent sur du Rust, sur du Kotlin, voilà. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que typiquement, j'avais échangé, je me souviens, avec Sonar à l'époque, quand ils étaient sur la version JavaScript, en leur disant, mais vous êtes gentil, mais moi, j'aimerais avoir des règles qui soient cohérentes entre ESLint, qui est un petit peu le leader dans le domaine du JavaScript, et les règles que vous avez sur Sonar. Et c'est un peu bête si vous faites une double implémentation. Donc en réalité, sur cet outil Sonar qui va fournir des dashboards également, ils ont plutôt migré de la version SonarJS à la version, on intègre en fait ESLint, et du coup, on a des rapports qui sont cohérents. Donc avec EcoCode, ce qui est intéressant, c'est que sur la version JavaScript, vous n'avez pas besoin d'avoir Sonar, vous prenez ESLint, il y a déjà un plugin ESLint, c'est mandatory finalement pour le faire, et vous en profitez. Et ils ont été obligés de faire une approche à peu près similaire pour le C# avec Roslyn. Donc finalement, c'est un projet qui a démarré 100% Sonar, mais qui commence à se découpler. GreenSight, c'est quoi? C'est l'équivalent qui avait été fait par Capgemini en interne dans notre ruche d'innovation. En fait, on a des projets innovation. Les gens, on leur dit, ben voilà, il y a ce truc-là qui est intéressant, on essaye une POC, on monte la valeur. Ça a bien marché, du coup, ça a été déployé sur plein de projets, avec pas mal de clients. D'accord? La différence qu'il y avait, c'est que nous, on avait moins de règles, puisque c'était démarré en mode prototype, et moins de contributeurs qu'un projet open source. Mais dès le départ, on avait intégré une notion de dashboard avec l'équivalent d'un Nutri-Score, ce qui va être un score finalement d'éco-design, avec finalement des actions prioritaires sur lesquelles travailler, avec une association entre les problèmes qu'il y a dans le code, avec l'utilisation CPU, de la RAM, du réseau ou du disque. D'accord? Donc cette notion-là, ça a beaucoup plu à EcoCode, on s'est rapproché, puisque finalement, on est plus efficace à travailler sur un seul projet qu'à deux projets séparés. Donc tout le code qui était dans GreenSight, en tout cas qui apporte de la valeur à EcoCode, on le transmet en open source dedans. Un petit exemple, EcoCode PHP. Donc là, on est sur un exemple où il y a plusieurs règles qui ont été implémentées pour PHP. Je vous en ai mis une en exemple sur quand vous allez faire le petit count de votre array à chaque itération de votre boucle. Ça, évidemment, ce n'est pas efficace. En général, on va stocker le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau avant de démarrer la boucle. C'est tout bête. Hein. Il y en a qui vont y penser systématiquement, mais il y en a, ils n'y ont juste pas pensé. D'accord? Donc, il y a différents cas d'usage, hein, avec du count, avec du size-off. Voilà. Et il y a d'autres règles qui vont être typiquement est-ce que je fais des select étoiles? C'est peut-être mieux de préciser quels sont les champs dont j'ai vraiment besoin, par exemple. Voilà. Des éléments comme ça. Donc, vous l'aurez compris, EcoCode au départ, c'était un projet plutôt orienté Sonar. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi une intégration dans les linters natifs propres au langage? Tout le monde n'a pas Sonar sur son projet. Ça a beau être quelque chose d'open source, c'est souvent moins accessible que des trucs dédiés. Et je suis là. T'as vu ça? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si vous avez une question, on peut le faire, et sinon, vous pourrez venir voir Alexandre n'importe quand, il sera dispo. Exactement. Est-ce que ça vous a plu au moins? Ou est-ce que vous avez appris des choses? Allez, on fait une petite question. Merci beaucoup. Moi, merci beaucoup pour cette présentation déjà, très claire et très intéressant.
Pourquoi vous n'avez pas parlé spécialement d'EcoIndex, par exemple, pour le côté front, quand vous avez présenté les outils? J'ai vu qu'il était dans les Oui, slides, oui. mais ma question est juste pourquoi vous l'avez pas Alors mis ou est-ce déjà que parce que, je l'ai pas directement utilisé, je l'ai lancé un petit peu, voilà. Je l'avais utilisé un petit peu au départ, mais c'est pas forcément celui qui ressort le plus aujourd'hui et souvent, d'ailleurs, il ne marche plus forcément partout sur tous les navigateurs. Donc ça, c'est un des gros problèmes. Donc plutôt que de vous proposer, quitte à vous proposer des outils, je préfère vous en proposer qui continuent de fonctionner. C'est surtout ça. Voilà.